Le fait qu'il y ait cet ETF BlackRock qui est en train d'être mis en place, je pense que c'est une vraie bonne nouvelle pour le secteur. Quand on regarde les choses, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y a un nouveau produit qui sort, au début, c'est le Far West. Et après, ce produit est régulé. C'est le banquier que j'ai connu il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Et je pense que dans 10 ans, ça sera encore différent. En fait. On nous avait dit que Bitcoin et les cryptos signaient l'arrêt de mort des banques. Est-ce qu'on nous aurait menti, finalement ? Denis Meillon, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Bonjour. On est très content de te recevoir à l'occasion de Surfing Bitcoin 2023. Tu es l'un des directeurs généraux de la banque Delubac, spécialisée dans la branche entreprise. Delubac, une banque qui va bientôt fêter ses 100 ans l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Tout à fait, en 2024, oui. Donc, une banque qui a quand même énormément d'histoire, mais ça ne vous empêche pas d'être ancré dans le présent et aussi de réfléchir à l'avenir, d'où votre présence, à mon avis, d'où ta présence ici à Surfing Bitcoin. Mais ce que je trouve fort, c'est que tu n'es pas là uniquement en tant que speaker, c'est que Delubac est un des main sponsors, même en gros sur l'affiche de l'événement à Surfing Bitcoin. On nous avait dit que Bitcoin et les cryptos signaient l'arrêt de mort des banques. Est-ce qu'on nous aurait menti finalement ? Alors, peut-être avant de répondre à ta question, quelques mots sur Delubac, parce que comme tu le dis, effectivement, Delubac est une banque presque centenaire. La banque Delubac, en fait, a su tout au long des années finalement évoluer. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que on peut être en fait partenaire en fait de ce salon. Et alors comment finalement une banque presque centenaire finalement s'intéresse au Bitcoin. Alors je voudrais revenir là sur l'histoire de la banque et plus particulièrement sur un des associés gérants, Joel-Alexis Bialkiewicz. Qui a rejoint la banque il y a quelques années et qui a été un mineur en fait de la première heure puisqu'il a commencé à miner en 2011. Je l'ai entendu parler de ça dans une de ses conférences. Voilà, exactement, sur des cartes graphiques à l'époque. Et alors ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les banques en fait, lorsque les forces commerciales ont des envies d'aller explorer de nouveaux terrains, elles doivent des fois convaincre en fait le top management d'aller sur ces nouveaux terrains. À la banque Delubac, ça a été beaucoup plus facile parce qu'en fait, Joel-Alexis est un mineur. Il était déjà convaincu de la première heure. Il était déjà convaincu en fait du bien fondé des cryptos. Alors pour des questions purement réglementaires, on pouvait pas y aller plus tôt et donc il y a 3 ans, on a vraiment décidé de rentrer sur ce marché. C'était réglementaire ou aussi image extérieure, que c'était encore un objet trop radioactif pour la banque. Les gens n'auraient pas compris que Delubac, qui a cette réputation, qui a cette confiance de la part de ses clients, d'aller mettre les pieds dans un secteur qui est rempli de délinquants, de pédophiles et de terroristes, ça aurait été, tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'était ça le risque ? Alors en fait, lorsqu'on fait les choses à la banque Delubac, on veut les faire bien. C'est ironique, bien évidemment, pour les gens qui on veut les faire bien. Et comme tu le sais, la banque, on est un secteur qui est très régulé, et c'est vrai que rentrer sur un secteur qui était à l'époque pas du tout régulé, c'est compliqué pour un établissement régulé d'aller sur quelque chose en fait où c'était encore un peu le Far West en fait. Voilà. Vous êtes à côté de Société Générale Forge, donc 2 banques, c'est quand même assez fort. De nouveau, c'est 2 banques qui sont les main sponsors de l'événement Surfing Bitcoin. C'est quand même l'ironie du sort. C'est un inversement. Est-ce que vous êtes 2 banques vraiment aux avant-postes et très novatrices sur ce genre de sujet, ou tu vois que toutes les banques arrivent sur ces nouvelles technologies ? Qu'est-ce qui est en train de se passer là en coulisses dans le secteur bancaire ? Alors effectivement, cette année, on est main sponsor avec Forge. Donc l'année dernière, on était main sponsor sans Forge. Je tiens à le préciser. Donc on était déjà là l'année dernière au niveau du surfing pour la banque Delubac. Alors c'est vrai qu'en fait, il y a un phénomène d'adoption au niveau des banques qui est extrêmement long en France. Et c'est presque étonnant d'ailleurs, parce qu'on a quand même un cadre aujourd'hui réglementaire qui est certainement un des plus il est là. Un des plus faciles en fait. Mais il est là. Voilà, on peut le critiquer, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais il est là, il existe. Et je pense qu'aujourd'hui, il permet de se développer, si vous voulez, dans un environnement qui est favorable. C'est juste une question de temps, donc d'après toi, qu'on n'entende plus parler de ce genre d'histoire où des entreprises, des particuliers se font fermer leur compte ou se voient refuser l'ouverture d'un compte dans une banque parce qu'ils travaillent de près ou de loin avec le secteur crypto ? Alors, il y a quand même en fait
un effet, à mon avis, ça prendra encore quelques années. Hein. Il faut voir quand même, en France, on a de gros mastodontes en termes de banques, en fait. Hein, et il faut que cette adoption, en fait, c'est clair que si demain vous devez ouvrir tout le réseau d'une BNP ou d'un Crédit Agricole, en fait, à de la crypto, ça veut dire qu'il va falloir former, en fait, tous les conseillers de chaque agence, en fait, sur le sujet. Et c'est clairement compliqué pour ces banques, en fait, de mettre en place de gros programmes de formation dessus. Et c'est beaucoup plus facile pour des établissements comme le nôtre, effectivement, de rentrer là-dessus. C'est-à-dire comme le vôtre, comparé à des énormes structures comme BNP, Crédit Agricole, etc. C'est quoi, vous avez une structure un peu plus réduite, donc c'est plus facile dans l'implémentation et l'exécution. Exactement. La Banque de Lubac, hein, c'est un peu plus de 300 collaborateurs, c'est 13 bureaux. Donc c'est vrai que c'est une agilité, c'est-à-dire que lorsqu'on décide, en fait, d'ouvrir un nouveau produit, d'aller sur un nouveau marché, un nouveau segment, c'est plus facile pour nous. Comment tu vois l'interaction, le futur de la banque? Il y a, ces dernières années, ces dernières décennies, on voyait arriver les néobanques, les Revolut, etc., qui étaient les principaux concurrents des banques classiques, des banques traditionnelles. Et là, j'ai l'impression qu'on voit émerger encore de nouveaux acteurs sur ce secteur qui sont en fait les boîtes tech. Genre, moi, je vois bien un Ledger en fait qui va concurrencer un BNP très bientôt parce que tu auras ta carte de crédit Ledger qui sera connectée avec ta Ledger où tu as tes cryptos, connectée à des protocoles DeFi où tu pourras faire des prêts, des emprunts, etc. Comment tu vois cette interaction? Est-ce que là, il y a des verrous qui sautent et des acteurs qui vont se retrouver en fait sans aucune utilité dans la chaîne de valeur? Alors, au niveau de la Banque de Lubac, en fait, on a toujours privilégié, on dit toujours, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le digital au service de l'humain. Voilà. C'est-à-dire que le tout digital, on a vu, ça, à un moment donné, ça ne fonctionne pas entièrement. À un moment donné, on a toujours besoin d'avoir une interaction avec un humain, ne serait-ce que par exemple, y compris encore pour des banques qui sont full digital aujourd'hui, hein, à un moment donné, il faut avoir quelqu'un au téléphone parce que lorsqu'on fait une demande de crédit, on a besoin d'avoir quelqu'un parce que tout ne peut pas être cadré dans le cas du digital. Voilà. Automatisé, quoi. Automatisé, exactement. Autonome, etc. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc il y aura toujours cette place pour le conseiller bancaire, tu vois. Et je pense qu'il y aura toujours cette place pour le conseiller bancaire. Alors clairement, le métier de banquier évolue. C'est clair que moi, le métier, ça fait 20 ans que je suis dans la banque. Hein. Le métier de banquier que j'ai connu il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Et je pense que dans 10 ans, ça sera encore différent, en fait. Voilà. Et donc, il faut s'appuyer sur ces technologies, sur ce qui nous est donné, ce que le monde, en fait, de la crypto peut amener à la banque. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, derrière, c'est des humains. Justement, pour toi, quels sont en fait les grands avantages de venir intégrer, pas au niveau des utilisateurs, mais au niveau des banques, vraiment dans votre back-end, dans vos infrastructures, les cryptos? Comment ça vient rendre vos opérations plus rapides, moins chères? Au final, c'est même invisible pour le client final, mais vous, de votre côté, vous avez intégré ça parce que c'est un vrai plus de votre côté au niveau productivité. En fait, c'est toute la partie traçabilité, hein, clairement. Toute la partie crypto peut amener en fait une traçabilité beaucoup plus grande en fait et une automatisation des tâches en fait pour le client. Et ce qui aujourd'hui est fait dans certains cas en manuel pourra être fait effectivement de manière plus automatisée. Voilà. Aujourd'hui, de Lubac, les services et produits liés aux cryptos, quels sont-ils? C'est-à-dire, concrètement, en fait, quand on dit de Lubac est main sponsor de Surfing Bitcoin, oui. ça veut dire, qu'est-ce que vous faites dans la crypto et comment vous aidez les acteurs de la crypto? Alors aujourd'hui, de Lubac, on a ce qu'on appelle une offre corporate sur la partie crypto. Donc, un acteur de la crypto ou un particulier, en fait, qui a des cryptos, l'acteur corporate dit voilà, moi j'ai besoin d'un compte bancaire pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer mes salariés, pour pouvoir payer mes fournisseurs, encaisser mes revenus. Et là en fiat, on est d'accord? En fiat, ouais. Tout à fait, en fiat. Mais déjà rien que ça, je dirais que c'est un accompagnement qui est extrêmement fort parce qu'aujourd'hui, aller dans une banque classique et dites moi je suis un acteur de la crypto, je voudrais ouvrir un compte bancaire. Compliqué. C'est compliqué de le garder ouvert, c'était compliqué de l'ouvrir, mais c'est même garder de le compliqué ouvert. Ouais. Voilà. Et sur tout ce qui est achat, conversion, le on-off-ramp, c'est aussi quelque chose que vous proposez? Par exemple, si une entreprise a des cryptos et des fiat, est-ce que vous faites la passerelle entre les deux mondes ou on doit passer par des Paymium, des Kraken, etc.? Alors la question arrive un peu tôt.
Je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Ok. Mais sachez que on a effectivement beaucoup de projets au sein de la Banque de Lubac en fait sur la partie cryptoactifs. Ouais. Donc c'est des choses qui sont probablement en train d'arriver. Je sais pas, voilà. Tu peux pas nous en dire plus, tu reviendras. Non, je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais voilà, on reviendra vers toi. Ok. Voilà, sur le sujet. Ouais. Est-ce que vous avez commencé à intégrer tout ce qui est DeFi? Est-ce que vous faites joujou avec tout ce qui est protocole décentralisé pour vos clients, pour vous? Est-ce que c'est des choses, vous allez tester les protocoles? Alors, pour du bêta testing, pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais aussi pour aller extraire du rendement. Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous faites? Alors en fait, on a une roadmap en fait qui est déjà établie au sein de la Banque de Lubac sur ce qu'on souhaite faire dans tout cet environnement-là. Là aussi encore, c'est encore un peu tôt pour en parler, on va dire, de manière publique. Mais ça fait partie de la roadmap de la banque en fait. Comme tu le sais, on a été la première banque en fait à recevoir en fait l'enregistrement PSAN en 2022, en mars 2022. C'est pas pour rien. Ça veut dire que derrière, il y a des projets auxquels la banque souhaite donner son appui. Creuser, quoi. Voilà. Il y a quelque chose de très particulier avec la Banque de Lubac, on en parlait juste avant, c'est une banque en commandite. Est-ce que tu peux expliquer, parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est et en quoi c'est une différence fondamentale avec le reste du secteur bancaire? Alors effectivement, la Banque de Lubac est en ce qu'on appelle commandite simple. Donc ça veut dire que les associés de la banque en fait sont responsables indéfiniment sur leurs biens propres. Voilà. Donc il y a du skin in the game. Exactement. Ce ne sont pas de simples actionnaires en fait. C'est-à-dire que on a à la tête de la banque en fait 3 associés gérants, d'accord. Donc on a un membre Joël Alexis Bialkiewicz, on a Serge Bialkiewicz et bien sûr Jean-Michel Samuel de Lubac, donc issu de la famille fondatrice de la banque. Et donc en fait, on a des associés qui sont à la fois donc responsables indéfiniment sur leurs biens propres et qui sont également, je dirais, de vrais patrons d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent détecter les opportunités et aller sur les marchés en fait sur lesquels la banque pourrait avoir des possibilités de développement assez fortes. Comment toi tu vois l'évolution là de plus en dehors de la banque, mais de l'écosystème crypto? Est-ce que vous êtes des Bitcoin maximalistes? Voilà, on est à Surfin Bitcoin ici et vous êtes 100% Bitcoin. C'est l'avenir de la technologie. Vous êtes plus ouvert, vous êtes très agnostique sur les cryptos que vous allez proposer à vos clients et les solutions technologiques que vous leur mettez à disposition. Comment tu disais que votre associé fondateur minait du Bitcoin en 2011, donc à mon avis, il a une conviction extrêmement forte dans l'invention de Satoshi Nakamoto. Comment, alors, à titre personnel, mais aussi à titre plutôt pro pour la Banque de Lubac? Alors, au niveau de la banque, en fait, si je m'avance sur ce terrain-là, ça veut dire que je vais aussi m'avancer sur la typologie de solutions qu'on va pouvoir proposer demain à nos clients. Mais je dirais qu'à titre donc plus perso, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas se fermer en fait à toutes les solutions. Ça ne veut pas dire en fait que toutes les solutions sont bonnes à prendre, clairement pas. On a vu qu'il y avait eu quelques soucis, quelques sujets en la matière. Mais voilà, donc il faut, je pense qu'il n'y a pas que le BTC. Il faut rester ouvert. Vous pouvez aussi participer à des événements ETHCC ou autres, quoi. On pourrait, voilà, tout à fait. Tu vois, toi qui es beaucoup en contact avec les professionnels du secteur, mais aussi avec les régulateurs, on parlait beaucoup de MiCA. Est-ce que l'Europe et tout particulièrement la France est bien positionnée? On parlait beaucoup de la French Tech, d'un hub crypto. Est-ce que ça, c'est un mythe, un mirage, ou c'est vraiment une réalité qu'il y a vraiment un coup à faire? On a loupé Internet, il faut le dire. Est-ce que la France peut être vraiment un acteur important dans le futur de la crypto, enfin de Bitcoin et des cryptos? Alors sur la partie régulation, moi je m'en occupe pas directement, puisqu'on a une partie conformité aujourd'hui qui est dirigée par Elodie Trevillo. Donc chez nous, c'est Elodie qui est en contact avec le régulateur et qui s'occupe de toute cette partie au sein de la Banque de Lubac. Alors on a la chance en France en fait d'avoir eu finalement ce cadre PSAN. Pour moi c'est une chance.
certains diront que c'est une entrave en fait au développement commercial. Mais à partir du moment en fait où on veut travailler un secteur, je pense qu'il faut mettre des règles. Voilà. Alors après, toute la difficulté, c'est de pouvoir les doser ces règles en fait. C'est-à-dire que si on met trop de régulation, finalement il en sort rien du tout. Il en sort rien du tout parce qu'effectivement trop de régulation empêche l'innovation et le développement. L'innovation et un développement en fait, assez fort. Pas assez de régulation, finalement, empêche une adoption massive en fait de ce type de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Je pense qu'avec ça, on a trouvé à peu près, alors c'est pas parfait, on l'a dit tout à l'heure, mais on a trouvé la bonne équation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde Psan et Mika, on voit finalement que Mika est très largement inspiré effectivement de ce qui a été fait en France. On sait que les passerelles sont assez fortes. On sait que ceux qui ont travaillé sur Mika se sont largement inspirés de notre statut Psan, exactement. Donc je dirais qu'en France, on a aujourd'hui cette chance d'être, je pense, moteur en fait au niveau européen en la matière. Et tu vois, même avec maintenant, il y avait l'enregistrement jusqu'à aujourd'hui, l'agrément qui arrive, donc qui est quand même une exigence supplémentaire sur toutes les entités qui vont avoir des interactions avec le monde crypto. Moi, je vois de plus en plus le truc arriver que les seuls acteurs qui vont être capables d'obtenir ce genre d'accréditation, c'est les acteurs de la finance traditionnelle, c'est-à-dire c'est les de l'UBAC, c'est les Sociétés Générales, c'est éventuellement la BNP, parce qu'en fait, ils ont des armées d'équipes juridiques, administratives, etc. Et tu es capable de gérer ce genre de charge réglementaire quand tu es un mastodonte. Mais quand tu es une start-up à 12, en fait, c'est juste impossible. Est-ce que en fait, ce genre d'agrément, là, c'est justement le fameux péage où en fait, tous les petits acteurs se font couper la tête, ou en tout cas ne peuvent plus proposer ce genre de service parce qu'ils n'ont juste pas les moyens nécessaires pour répondre aux règles. Alors c'est vrai que ça peut être un peu la difficulté, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'acteurs qui ont des solutions technologiques finalement qui sont très travaillées aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement, encore une fois, où il y a de la régulation. Et il faut avoir cette régulation, je pense, alors à un niveau qu'on peut définir, certains diront trop ou pas assez, mais et cette régulation est nécessaire. Le fait d'avoir en fait ces niveaux de régulation, c'est vrai que ça nécessite des investissements qui sont coûteux, en termes de... Alors peut-être pour des petits acteurs, ça va passer par des cabinets de conseil qui vont faire ce travail-là, mais c'est nécessaire. Et clairement, aujourd'hui, un acteur qui veut se développer en fait sur le secteur des cryptos, il doit pouvoir, en fait, dans son business plan, intégrer cette typologie de coûts parce que de toute manière, demain, on ne pourra pas faire sans. Donc il faut... C'est obligatoire. C'est une obligation, exactement. Et c'est vraiment ce que je vois arriver aux États-Unis. À mon avis, c'est gros comme une baraque que le premier ETF Bitcoin sera probablement celui de BlackRock. Et on est en train de voir arriver en fait une vague réglementaire et tous les acteurs du type Binance US, Kraken, Coinbase, etc. Alors les gros, ça va être possible pour eux de gérer, mais tous les autres... tout le trading de crypto se fera très probablement chez les acteurs traditionnels, JP Morgan, Goldman, ou tous les autres qui tradaient des securities par le passé et qui vont trader les securities crypto de demain, quoi. C'est un peu frustrant. On refait, c'est la même marmite. Je peux comprendre que c'est frustrant parce qu'effectivement. Parce que t'as l'impression que les cryptos étaient là pour. On en parlait au tout début de notre interview, c'était un peu kill the banks et aller dans un nouveau système plus ouvert, etc. Et là, t'as l'impression qu'on y revient. Parce que t'as le cadre réglementaire et la charge légale qui arrive, quoi. Mais de toute manière, ça. Quand on regarde les choses, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y a un nouveau produit qui sort, au début, c'est le Far West. Et après, ce produit est régulé. Donc, il y a le régulateur qui vient s'en mêler, en fait. Que ce soit la crypto ou autre chose, en fait. Donc, il fallait de toute manière s'attendre, en fait, que ce produit soit régulé. C'est une fatalité. Et c'est une fatalité. Et donc, si on veut que demain, ce produit devienne mainstream, alors est-ce que c'est vraiment une volonté, ça c'est autre chose, mais ça passe forcément par la régulation. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que Bitcoin aura quand même réussi même s'il ne devient pas mainstream ? Est-ce qu'il y a certains maximalistes comme ça qui disent qu'en fait Bitcoin est simplement pour
les exclus de la société en fait, tu vois ce que je veux dire, pour les personnes qui ont besoin éventuellement de faire passer des transactions qui se seraient fait censurer d'une certaine manière. Mais le BTC, marginaux. Je dirais, la question est même pas là. Le BTC a déjà réussi. Il faut voir aujourd'hui les capitalisations détenues en BTC, donc il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat pour moi. Ouais. Est-ce que quid des stablecoins, super intéressant pour vous, tout ce qui est tu parlais aussi en off, je sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu peux t'exprimer, mais tout ce qui est transactions avec les pays dits complexes, comment vous utilisez, est-ce que vous utilisez par exemple maintenant les nouveaux rails crypto, par exemple les stablecoins, pour faire comme ça des transactions transfrontalières plus rapidement et à moindre coût? Ou autre crypto, mais stablecoin, nous, comme on l'utilise pas mal, c'est vrai que ça nous fait gagner pas mal de temps et d'argent, quoi. D'accord. Non, on n'en fait pas encore avec les pays complexes. Donc, est-ce que tu peux expliquer la définition d'un pays complexe pour un pays complexe à l'international, c'est un pays effectivement sur lequel il y a des régulations, il y a des sanctions internationales particulières. Voilà. Je pense par exemple à Cuba, où il y a des sanctions. L'Iran, actuellement la Russie par peut-être. Par exemple l'Iran, la Russie, mais là on est à un autre level, je dirais. Et effectivement, ces pays essayent de développer en fait des transactions en crypto de manière à pouvoir contourner, on va dire, les sanctions qui pèsent sur ces pays-là. Voilà. Nous, en tant qu'acteurs bancaires régulés, d'accord, il n'est pas question en fait de traiter une transaction. Que ce soit une transaction avec de la monnaie fiat ou si demain on devait le faire, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec des cryptoactifs, de traiter une transaction en contournement de sanctions. Voilà. Ouais, donc si ça ne passe pas par le système traditionnel, vous n'allez pas essayer d'utiliser ces nouveaux rails pour contourner et essayer de faire sauter la barrière. Certainement pas. Mais par contre, au niveau des coûts et de la rapidité, parce que tu as une transaction en stablecoin qui va te coûter éventuellement quelques dollars et qui est envoyée à l'autre bout du monde en une dizaine de minutes, il y a quand même un intérêt technique extrêmement fort. Alors, il peut y avoir un intérêt technique, effectivement. Tout à fait. Après, si on parle toujours de ces transactions vers ces pays-là, il y a énormément de documentation à avoir sur les transactions. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces transactions, une transaction avec un pays complexe, on doit la documenter. C'est-à-dire qu'on doit bien connaître en fait les tenants et les aboutissants de cette transaction. Est-ce que la marchandise est autorisée? Est-ce que les contreparties sont autorisées? Est-ce que les intermédiaires sont autorisés? Et donc, de toute manière, en fait, qu'on fasse une transaction en monnaie fiat ou si demain on devait la faire en crypto, il faut bien s'assurer qu'effectivement le sous-jacent est possible et est autorisé. Comment vous êtes positionné sur ce marché? C'était quoi est-ce qu'il y avait personne d'autre et comment en fait on s'insère dans ce marché des transactions financières sur les pays complexes? Avec qui vous êtes en compte? Par exemple avec l'État, à mon avis, avec les forces de l'ordre alors pas avec les forces de l'ordre, parce que ça serait plutôt le ministère de l'Intérieur. Donc mais non, en fait c'est tout simple en fait. On a commencé en fait à travailler. À l'époque, c'était sur l'Iran. En fait, on a eu un matin un coup de téléphone en fait de Bercy qui nous dit voilà, on va signer un accord dans le cadre du DCPOA pour que les entreprises françaises en fait puissent travailler avec des contreparties iraniennes, et on ne trouve pas de banque en fait en capacité d'accompagner les clients français importateurs ou exportateurs vers l'Iran. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec notre service conformité et nous on a dit nous on est en capacité d'accompagner ces entreprises françaises dans la mesure, là encore une fois, où la transaction en fait est autorisée et respecte en fait les réglementations européennes et américaines. Voilà. Et à partir du moment en fait où la transaction respecte ces règles, on sera en capacité d'accompagner. Mais alors pourquoi les autres n'acceptaient pas? Du coup, quand Bercy vous a appelé, on ne trouve pas de banque française qui accepte. Quelle est la complexité en fait de pourquoi la plupart des gens raccrochaient? Japonais. Alors, allez voir notre confrère. Alors en fait, pourquoi? Il faut se rappeler en fait qu'il y a quelques années de ça, il y a eu une amende record de la BNP
voilà, de la part du gendarme américain, en fait, sur des transactions, en fait, liées au Soudan, liées à l'Iran et liées à Cuba. Donc la fameuse extraterritorialité du dollar, c'est ça? Du coup, le droit américain, parce que vous avez fait des transactions avec des personnes que nous, on a blacklistées, on peut vous mettre des sanctions. Voilà. Okay. Et donc, en fait, il y a eu cette amende record, et donc les banques françaises n'ont plus voulu prendre de risques, en fait, à ce sujet-là. Voilà. Mais tout ce que fait la banque de Lubac aujourd'hui, c'est autorisé. C'est autorisé à la fois au niveau européen, bien évidemment, et bien évidemment au niveau américain, parce qu'on ne veut pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la réglementation américaine. Est-ce que vous êtes aussi, c'est-à-dire que quand vous devez appuyer sur le bouton vert, vous êtes en contact avec Bercy, mais également avec la contrepartie américaine, c'est-à-dire avec éventuellement des entités de réglementation américaine qui vous donnent le feu vert et comme une restrie vous n'aurez pas de problème dans le futur si vous effectuez ce genre de transaction, ou alors, vous n'allez pas jusque là? Il faut savoir en fait que ça marche pas tout à fait comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de feu vert à chaque transaction, c'est-à-dire qu'en fait il y a des textes qui sont publiés, qui sont publics, voilà, que vous pouvez aller consulter sur les sites iDouane, et donc en fait on a des équipes en fait chez nous d'analyse en fait de conformité qui sont assez avancées et assez fortes sur le sujet. Et en fait, chaque transaction est monitorée. Et donc, sur chaque transaction, on va regarder si oui ou non on est en conformité avec les textes officiels. Ça fait. Vous utilisez quel type de système? Les systèmes de transaction, là, c'est à l'international comme ça? Enfin, c'est l'équivalent de SWIFT, ce genre de choses Alors, c'est des systèmes classiques de transactions bancaires. Ouais, tout à fait. Et vous avez, votre succursale dans ces pays-là, ou vous traitez avec des banques partenaires Alors, on a fait le choix de ne pas avoir de succursale dans des pays complexes à l'international parce que c'est compliqué, c'est pas notre, ça n'a pas été notre choix politique en fait. Voilà, donc en fait, on a sélectionné des partenaires en fait avec lesquels il était possible réglementairement là aussi de travailler. J'en reviens à ma question initiale. Est-ce que tu vois un futur où en fait tous ces paiements-là passeront par des rails crypto? Est-ce que c'est une nuance? Selon moi, oui, mais je voulais avoir ton avis. Parce que c'est juste une solution technique plus efficace par rapport au système actuel. C'est juste une solution pas implémentable? Voilà, c'est juste une solution technique différente, je dirais. Mais par contre, le sous-jacent derrière reste le même. C'est-à-dire que cette transaction, qu'elle se fasse en monnaie fiat ou effectivement avec un crypto actif, il faut juste s'assurer derrière qu'elle est autorisée. Voilà. Donc la problématique reste la même finalement. Et finalement, le plus long dans ces transactions, c'est pas la transaction technique en elle-même, parce qu'aujourd'hui un virement, alors clairement un virement monnaie fiat est plus long qu'une transaction en crypto, mais on n'est pas non plus sur des délais stratosphériques. Donc le plus long, c'est l'analyse elle-même de la transaction en elle-même en fait. Voilà. Ça va être quelques jours, et le problème du samedi-dimanche quand même, qui peut être, et des jours fériés, qui peut être éventuellement... c'est pas si anecdotique que ça. Quand tu as une commande de machine ou une commande d'équipement et que tu veux le faire le samedi après-midi... Ouais, une commande de machine, c'est pas très gênant parce que en France, tu sais qu'on travaille pas le samedi après-midi. Là où ça peut être plus gênant, c'est sur des denrées périssables, où là, il peut y avoir des fois des notions d'urgence, effectivement, parce que quand tu as un cargo qui est bloqué à un endroit et que voilà, il faut le paiement pour que le cargo puisse partir, oui, là, ça peut être plus problématique. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à Bitcoin ou par rapport aux cryptos, une idée qui est globalement acceptée par les gens autour de toi, dans l'industrie, etc. et toi, tu es fondamentalement en désaccord, ou au contraire, il y a une idée sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, enfin, ou en tout cas, et toi, tu l'es, tu vois. Où est-ce que toi, tu es? Est-ce qu'il y a une idée comme ça un peu disruptive que tu as par rapport à tous ces sujets? C'est pas une question facile, je peux te laisser quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où tu as l'impression d'être le seul à table à dire moi je pense A alors que tout le monde pense B? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend à quelle table tu vas te trouver en fait. Voilà. À la table GAC. Voilà, si tu te trouves à une table de banquier et que tu dis ouais, le Bitcoin c'est génial, voilà, effectivement, je vais peut-être être le seul à penser ça. Encore en 2023. Quoique, s'il y a forge autour de la table, voilà, j'aurai effectivement un partenaire du même côté que moi de la table. Mais oui,
pour en parler des fois avec des collègues d'autres banques, voilà, on sent que c'est pas encore un sujet qui est fluide en fait dans les établissements bancaires classiques. Mais, en fait, hein. Et pourquoi d'après toi? C'est quoi? C'est juste un manque de compréhension, un manque d'effort d'aller creuser le sujet, ou il y a de la politique, il y a de l'idéologique? Il y a plusieurs choses en fait. Il y a ce manque en fait de connaissance en fait du sujet. Ça, je pense que c'est le point numéro 1, effectivement. Le point numéro 2, je dirais aussi, c'est la mauvaise presse en fait que peut avoir l'environnement des cryptoactifs. Si on reprend par exemple ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec bien sûr le sujet FTX, même si c'est pas directement lié à la crypto-monnaie, hein, clairement. C'est pas la technologie, en tout cas, c'est lié au secteur. Ouais, on se comprend. Ouais. Mais du coup, ça rejaillit, ça donne une mauvaise image du secteur. Et clairement, ce qui se passe en fait avec des acteurs comme FTX, hein, voilà, pour le particulier lambda ou même le banquier lambda qui connaît pas forcément, et encore une fois, c'est pas un discours à charge hein, vis-à-vis du banquier. Quand on connaît pas, on connaît pas, et donc forcément on a un peu cette appréhension en fait hein, du sujet. Je peux comprendre en fait que ça facilite pas la tâche en fait, de l'adoption. Mais est-ce que ça te surprend pas par rapport à toute la demande qu'il y a vis-à-vis des clients entreprises B2B, mais également particuliers B2C? Aujourd'hui, en 2023, c'est-à-dire que tout le monde a entendu parler des cryptos, de Bitcoin, et très probablement qu'il va avoir, je ne sais pas quand, mais un prochain bull market, de nouveau l'euphorie va revenir. En fait, et je ne comprends pas au niveau stratégique d'un BNP, d'un Crédit Agricole, etc., de pas se dire, OK, il faut qu'on soit positionné comme le fait Delubac, comme le fait la Société Générale, où c'est un secteur qui est en pleine expansion, et il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait des infrastructures en place, il faut qu'on ait compris le sujet. Quand la nouvelle vague, on est dans le pays du surf, il faut être prêt. Tu commences à ramer avant qu'elle arrive, pas quand elle est derrière toi. Après, je ne peux pas parler stratégie pour ces banques-là, hein, mais je sais qu'en tout cas, c'est largement regardé. Ils nous regardent, donc si tu as un message... Non, mais je sais qu'en fait, en interne, c'est regardé. En fait, hein. Il y a des cellules de veille en fait, qui travaillent sur le sujet. Voilà, après... Et peut-être qu'un il y aura une adoption, c'est clair qu'il y aura une adoption, mais il faut pas l'attendre pour tout de suite. D'avoir un BlackRock par exemple qui se positionne, c'est comment tu vois ça? C'est un message et un symbole. Un message très fort. Alors les Bitcoin maximalistes, cypherpunks, etc. voient ça de nouveau comme quelque chose de vraiment contraire à toute l'idéologie de départ. Bref, c'est comme ça, mais ça montre quand même une des plus grosses institutions financières du monde commence à se saisir du sujet. En tout cas, débarque les deux pieds dedans dans le secteur et dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque pour moi réputationnel pour éventuellement un gestionnaire de fortune à la BNP de dire maintenant on va faire du Bitcoin. Alors que c'était le cas il y a encore 5 ans. Parce que s'il se plantait, lui il n'avait plus de carrière. Alors que maintenant, s'il ne le fait pas, il n'a plus de carrière dans 5 ans. Donc il y a un switch comme ça qui est quand même assez important. Le fait qu'il y ait cet ETF BlackRock qui est en train d'être mis en place, je pense que c'est une vraie bonne nouvelle pour le secteur. Voilà. Alors après, oui, comme tu dis, certains diront que c'est contraire à l'idéologie de départ. Certainement, ça n'a pas été derrière... comme Internet aujourd'hui. Comme Internet aujourd'hui. Malheureusement. Mais après, il faut voir ce qu'on veut en faire, en fait. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une adoption qui soit la plus large possible? Et dans ce cas-là, ça passera forcément par des acteurs, en fait, de la finance tradie qui vont adopter, en fait, toute cette technologie des cryptoactifs. Ou alors il faut que ça reste à un niveau d'initié, et puis dans ce cas-là et de plus en plus je suis d'accord avec toi, où de nouveau c'est pas forcément aligné avec le self-custody, le maximalisme, etc., mais quand je parle avec les gens autour de moi non initiés, mes proches, ma famille, etc., où il manque cette dose de confiance humaine dont tu parlais, où en fait pour aller acheter du Bitcoin, je veux quelqu'un au téléphone, je veux quelqu'un qui les garde pour moi. La plupart, qu'on le veuille ou pas, la plupart des gens, en tout cas autour de moi, je ne sais pas si j'ai un groupe et des proches spéciaux, mais ils veulent pas avoir des centaines de milliers d'euros chez eux sur une clé USB où il y a une passphrase mémorisée dans ta tête. Non.
Je vais aller voir Denis et puis il va garder mes sous. Et s'il se passe quelque chose, c'est lui qui est responsable. Mais j'en parlais aussi ce matin. Typiquement, ça, c'est trop compliqué pour on va dire l'investisseur lambda. L'investisseur lambda, lui, de toute manière, il a l'habitude d'avoir en fait ses investissements sur son accès bancaire. Il tape son identifiant. S'il l'oublie, il peut appeler quelqu'un. Son mot de passe. S'il oublie son identifiant, on peut lui en redonner un autre. Si son mot de passe est grillé, c'est pareil, il peut en avoir un nouveau. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Et les gens ont été un peu infantilisés. Oui, mais clairement, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Mais ils le veulent et c'est super agréable. C'est super confortable. Oui, c'est confortable. Et c'est sûr que voilà, de se dire qu'en fait, mes 100 000, 200 000, 300 000 voilà, sont stockés sur une clé USB. Qu'est-ce qui se passe si je la perds, mon mot de passe comment je fais, à qui je donne la phrase magique. Enfin bon, voilà, c'est... Mais là où ça peut être extrêmement intéressant, c'est du coup d'allier les forces des deux mondes. C'est-à-dire d'avoir éventuellement cet aspect custody, preuve de réserve des cryptos. Par exemple, si demain, Delubac conserve les bitcoins de ses clients, de réussir à mettre en place des preuves de réserve, de mettre en place éventuellement des canaux Lightning où vous avez accès. Vous ne pouvez pas jouer avec les fonds des clients ou les placer, aller faire des investissements avec, des réserves fractionnaires, etc. Enfin, toutes les dérives qu'il y a eu de la finance traditionnelle. Mais on garde cette pincée de confiance qui était nécessaire pour les particuliers. Est-ce que alors, tu vois ce lien ? Je ne veux pas trop avancer sur le sujet puisque ça encore une fois, on aurait fait l'interview dans 6 mois. C'est exactement. Je vois que tu veux me pousser pour te dire sur quelle offre on va aller. Mais en fait, je pense qu'en fait, le fait de demain de faire confiance à une banque en fait pour conserver ses cryptos, ça peut avoir du sens parce qu'en fait, on aura quelque part cette double régulation. Régulé en tant qu'acteur bancaire et régulé en tant qu'acteur PSAN. Voilà. Et donc, régulé par la technologie. Et régulé par la technologie. Ouais, donc finalement, c'est clair que pour le on va dire l'investisseur plus classique et qui a besoin de plus de sécurité, je pense que ce sera une bonne solution. Voilà. Après, c'est sûr que le maximaliste, oui, il gardera ses bitcoins et puis ça ira très bien. Il y a une question que j'aime bien poser pour clôturer les interviews à Surfin, qui est si tu avais l'opportunité de rencontrer Satoshi Nakamoto, qu'est-ce que tu lui dirais ou quelles questions tu lui poserais ? Alors, moi, la question que je lui poserais, en fait, c'est que je voudrais savoir ce qu'il a fait de ses BTC, en fait. Le banquier qui parle. Voilà. Et est-ce que tu veux le mettre chez Delubac ? Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en a fait. Où est l'argent ? Exactement. Où est l'argent ? Ok. Voilà. Merci beaucoup, Denis. C'était un plaisir de te rencontrer et de te recevoir sur GAC. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.